Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Ainsi que l'écrivit Stendhal dans Le Rouge et le Noir, un roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin, faisant de ce genre littéraire le reflet, la chronique de ce que voit l'auteur du milieu et de la société dont il est le contemporain. C'est dans cette veine littéraire que s'inscrit le roman de l'éditeur Jean Le Gall, intitulé Les lois de l'apogée et publié chez Robert Laffont. Mêlant personnages réels et fictifs des mondes littéraires, politiques et financiers des années 90 à nos jours, Jean Le Gall nous livre une chronique satirique, savoureuse et ciselée de la société souvent faisandée de la mondanité parisienne. Il est d'ailleurs temps pour nous d'aller retrouver notre invité. Jean Le Gall, bonjour et bienvenue dans l'Essonne en auteur. Alors cette bienvenue, en l'occurrence, a quelque chose d'un peu incongru parce qu'en réalité, on vous souhaite la bienvenue chez vous. Comme vous le savez, nous faisons toujours réagir notre invité au lieu dans lequel nous le recevons. Et en fait, ici, nous sommes chez vous. C'est un lieu pertinent par rapport au livre. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Alors, nous sommes ici au siège des éditions Séguier. C'est une petite maison d'édition parisienne située dans le quartier de Saint-Germain. Une maison qui a été créée dans les années 80 et qui existe donc voilà depuis toutes ces années et qui est spécialisée dans les livres, essais sur les thèmes artistiques à travers des biographies, des livres d'entretien. Le cinéma. Le cinéma en particulier. C'est une maison que j'ai la chance de diriger depuis 2012. D'accord. Alors, il y a une autre chose. Je savais que j'allais tourner ici, donc je suis venu muni du livre que les éditions Robert Laffont ont eu la gentillesse de m'envoyer, puisque votre livre n'est pas publié aux éditions Séguier, mais Robert Laffont. Vous ne vous êtes pas auto-édité. Et je vois sur le bandeau du livre un élément qui me rappelle un élément décoratif de votre bureau, ce tableau. Et je ne peux pas ne pas, comment dirais-je, y réagir parce que par rapport aux propos du livre, il y a une résonance. Alors pouvez-vous nous présenter ce tableau et le rapport qu'il entretient avec le livre? Pourquoi est-il sur le bandeau? C'est un tableau de Christian Schad, dont l'original est exposé à Pompidou. À Pompidou, voilà, Beaubourg. Tout simplement parce que l'un des personnages principaux du livre, Jérôme Vatrigan, cultive une forme de dandysme qui me paraissait assez bien illustrée par le personnage principal du tableau. Et donc l'éditeur Robert Laffont a proposé, a accepté plus exactement, de faire un focus sur le personnage que l'on voit derrière moi. Voilà. Il en dit un peu plus, mais on va le découvrir au fur et à mesure de l'interview, parce que ce personnage n'est pas seul. Certes, il a une allure de dandy avec sa sorte de smoking, mais on voit aussi qu'il est encadré par deux accortes créatures dont on devrait se méfier des vénustés parce qu'elles ont une provenance discutable. En fait, je crois que ce sont deux travestis. Et nous touchons ici à un thème important du livre. Pourquoi aussi l'encadrement du personnage par ces travestis a un rapport avec le thème du livre? Non pas qu'on trouve des travestis, mais... Alors il a un rapport effectivement, mais ça c'est parce que vous êtes doué de sagacité. Effectivement, le thème du faux est incontournable dans le roman que j'ai écrit. Cela dit, effectivement, on a retiré les travestis de l'illustration parce que le récit lui-même ne comporte pas ce genre de personnage. Oui, vous avez bien fait d'insister là-dessus. Le thème du faux semblant, des apparences trompeuses, est au centre du roman. Alors on va aider nos spectateurs à mieux rentrer dans le corps du livre et à voir comment ce thème de la fausseté est exposé. En réalité, ce livre présente surtout donc le héros dont vous avez déjà donné le nom, Jérôme Vatrigan, qui est éditeur. Pour partie, l'intrigue présente le monde de l'édition, mais au-delà du monde de l'édition, cela présente toute une mondanité parisienne. Et la première question que je vais vous poser, votre livre suit une trame chronologique. Depuis 1988, date de l'obtention du prix Goncourt par votre héros, jusqu'en 2014, tout en décrivant des milieux précis et leurs évolutions. Est-ce qu'on peut qualifier votre livre de chronique? Oui, au sens où je serais le greffier d'une époque et des époques successives que vous venez de donner, c'est-à-dire les années 80, les années 90, les années 2000. Il y a beaucoup à dire, je crois, qui n'a pas été dit. C'est-à-dire essayer de dégager des couleurs, des sons, une ambiance. Les années 80 sont identifiées, les années 90 ne le sont pas du tout, et les années 2000 sont trop présentes pour pouvoir être étudiées, regardées. D'ailleurs, vous observerez qu'on ne dit jamais les années 10,
pour parler des années en cours. C'est une chose assez étonnante, ce qui se pratiquait en revanche au siècle dernier, quand on lit les chroniques, voilà, au XXe siècle. On parle des années 10, on parle des années 20, ce n'est pas le cas dans le siècle en cours. Alors les années 90, c'est une sorte de trou noir, en tout cas d'époque sans couleur. Il y a peu d'ouvrages qui ont évoqué les années 90 en tant que telles, et on croit voir arriver là une première série d'essais chroniquant ces années pour leur donner un ton, et également pour essayer d'en comprendre les caractéristiques, j'allais dire, quasi politiques. Il y a un événement, par exemple, européen qui a été assez oublié, qui est celui de la guerre en ex-Yougoslavie, et qui a fondé beaucoup d'écrivains, d'attitudes de cinéma, de colère. C'est la fin des années SIDA également. Tout ça est intéressant, et pourtant tout cela n'est pas très commenté. Oui. On voit quelques philosophes échevelés se passionner pour ces guerres et parfois mettre un peu d'huile sur le feu. Voilà ce que vous en dites exactement. Les années 90 sont terminées. Elles ne vont pas alourdir les livres d'histoire. Un mur est certes tombé, cela fait toujours du bruit, pas de quoi chanter une nouvelle aurore en se tenant la main. Ce fut une décennie de Viagra et de Prozac. Donc c'est quand même quelque chose de finement observé, parce que c'est vrai que les années 70 sont très marquées, les années 80 sont très marquées, les années 2000 peut-être sommes-nous trop proches encore pour les décanter, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'auront pas couleur et saveur, mais les années 90 avec lesquelles effectivement nous entretenons déjà une distance respectable, eh bien nous avons du mal à les imaginer. C'est quelque chose auquel vous avez été sensible comme contemporain, ou comment vous est venue cette observation? Moi je ne me l'étais jamais faite, je suis d'accord avec vous, mais je ne me l'étais jamais faite jusqu'à vous lire. Comment ça vous est venu? Alors c'est moins la mienne que celle du personnage principal, parce que ce personnage principal, Jérôme Vatrigan, dans les années 90, il a désormais la trentaine, il décide de devenir éditeur, et donc il est forcément très concerné par son époque. Quand on est éditeur, on a besoin de connaître son époque, pour des raisons de commerce, et puis également pour, dans son cas, c'est un éditeur de littérature, il est passionné, il va chercher des talents, il tente d'en exhumer ceux qui ont été oubliés, etc. Il a besoin de connaître le lectorat potentiel, donc il est forcément observateur attentif de son à l'époque. Exactement. D'accord. Et il trouve rien d'intéressant. D'ailleurs, là encore, vous n'êtes pas très gentil sur le livre des années 90, puisque vous dites précisément la date de 1989, mais ça donne un peu le ton. La production romanesque en 1989 est riche en nombre, nulle en qualité, le roman va mal. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous partagez, ou vous ne mettez cette notation que dans l'esprit de votre personnage? En fait, vous pouvez lire n'importe quel auteur digne de ce nom, éditeur, commentateur de sa vie culturelle, et vous remontez jusqu'au XVIIIe siècle s'il le faut, et vous verrez que tous annoncent un déclin, le constatent, en sont absolument désolés. Alors, c'est une attitude qui a été souvent reprise par les anarchistes, on va dire anards de droite, ainsi que le personnage principal en est souvent qualifié. Et donc Jérôme Vatrigan, lui, il est comme beaucoup d'autres de son espèce, et il considère que le roman, oui, va mal, que les grands auteurs, c'est fini, que la littérature, c'est foutu. Bon, il fait un constat que d'autres feront dans les années 2000 et que d'autres ont fait dans les années 70 et 60. Oui, c'est une carrière aujourd'hui d'être décliniste quand même. Hein. On voit que ça a ouvert la voie. C'est une vraie carrière, et puis surtout, on peut être attaché à... enfin, je veux dire, on est toujours les conservateurs d'une époque. Et les conservateurs des années 60 ne ressemblent pas du tout aux conservateurs des années 90 et 2000. Puis alors vous dites que ça lui arrive à la trentaine, mais est-ce que finalement ce n'est pas tout simplement une crise de la trentaine qui lui arrive et qui généralise à une époque? Non, il est assez spécial. Ça je le confirme. Plus la vie va, plus il est seul, plus il est fâché avec tout le monde, et plus, oui, effectivement, il trouve que la réalité est un décor bien médiocre. Alors il se trouve des refuges. Son refuge à lui consiste à éditer des auteurs... Très élitistes, très confidentiels. Disons d'une littérature bien frappée. Voilà, pour lui, il en existe encore, capable d'écrire ses textes, et il s'y intéresse. Il est le dernier à leur offrir un espace. Vous savez, on connaît beaucoup de bons réalisateurs, beaucoup de bons auteurs aujourd'hui, qui n'ont plus le droit de tourner des films, qui n'ont plus le droit d'écrire des livres, oui. Tout simplement parce que le commerce les a sanctionnés. Ils ne trouvent plus de public, à la mesure de leur talent. Voilà, c'est le point de vue de quelques-uns. Et Jérôme Vatrigan, dans les années 90, eh bien, il campe ce personnage
qui ne fait aucune concession aux lois du marché et qui ne veut publier que ceux qui, selon ses critères personnels, sont capables de se hisser au niveau de la littérature. Alors, on vient de signaler une des premières originalités de votre récit, c'est-à-dire cette focalisation sur l'espèce de nullité, cette espèce de no man's land que seraient un peu les années 90. Il y a une deuxième caractéristique forte de votre livre, c'est son aspect génériquement composite. C'est-à-dire que principalement c'est un roman, mais même à l'intérieur de ce roman, il mêle plusieurs voix, puisqu'il y a la voix du narrateur principal, narrateur personnage, donc Jérôme dont on vient de parler, mais il y a aussi un narrateur classique à la troisième personne, et puis alors il y a tout un tas d'autres textes qui peuvent être des articles de journaux, une dimension de roman épistolaire parce qu'il y a toute une correspondance qui s'échange entre son frère et lui en particulier, et aussi même un petit peu les maximes, sentences de La Rochefoucauld, parce qu'il y a beaucoup d'énoncés comme ça qui sont proches de ce type de réalisation littéraire. Alors je vais poser ma question doublement, d'une manière un peu désagréable et puis d'une manière plus agréable. Est-ce que finalement, en faisant ça, vous n'avez pas satisfait un goût d'époque qui s'ennuie très vite, on regarde tout de suite son téléphone, il faut s'occuper. Alors là, on rebondit d'un genre de texte à un autre, et je dois avouer qu'on ne s'ennuie jamais dans votre livre, parce qu'il y a comme ça ce côté capricant. Ou alors est-ce que d'un autre côté, il y a une sorte d'illustration, comme ça, de votre capacité littéraire à passer d'un genre à un autre? Pourquoi cette diversité générique du tissu textuel? Disons, pour bien décrire un décor, une époque, l'idéal pour l'écrivain est de faire parler plusieurs personnes sur le même sujet. Je crois qu'il y avait un roman de Bret Easton Ellis, je ne voudrais pas dire de bêtises, Les lois de l'attraction. Le roman se passe, et d'ailleurs il a été adapté au cinéma, dans une seule soirée, et il fait parler différents personnages à propos de la même soirée. Et donc là, c'est étiré sur une trentaine d'années, mais la correspondance entre les deux frères, les points de vue omniscients, c'est-à-dire la voix off, et puis Jérôme Vatrigan qui se confie à des cassettes, parce qu'il enregistre… TDK. Voilà, des TDK, des cassettes TDK. Et alors il enregistre ses confessions sur ce tape recorder, et le lecteur en profite. Donc c'est différentes façons de commenter un même endroit, de mêmes événements, mais en leur offrant les trois dimensions qui habituellement manquent au roman et qui sont offertes par le cinéma, par le théâtre. Là, on a, je l'espère, un aperçu, enfin une vision crédible de ce que peut être le milieu dans lequel évoluent les personnages, la France de ces 30 dernières années, le monde tel qu'il va depuis 1988, début du roman. Alors parmi toutes ces dimensions génériques qu'on vient d'évoquer, dont vous avez donné une des raisons, celle auquel j'ai été le plus sensible, c'est la dimension de moraliste. Pourquoi? Parce que vraiment, de la première à la dernière page, on peut isoler comme ça des énoncés à valeur de vérité générale, avec des présents à valeur de vérité générale. Est-ce que Jérôme est un moraliste de son époque? Est-ce que c'est un mot qui lui colle? Manifestement, il les apprécie, il en imite le style. Il y a pire que les moralistes. Ils sont brefs, alors si on ne les aime pas, on passe à autre chose. Évidemment, il ne faut pas que les spectateurs confondent les moralistes et les moralisateurs, ça n'a rien à voir. Et donc c'est une façon aussi très élégante d'apporter du style à des idées concises, à des apophthegmes, voilà, et donc de les ramasser dans une formule. C'est un genre très français. Voilà, la France a quelques spécialités qui sont tour à tour catastrophiques, parfois gastronomiques, et puis aussi littéraires. Dans la littérature, on compte l'art du portrait, l'art de la formule. Voilà, beaucoup nous l'envient. Et Jérôme Vatrigan est une continuité de tout cela, de cette tradition française. Est-ce que votre héros, Jérôme Vatrigan, est un double de vous-même? Et si c'est le cas, jusqu'à quel point? Je me suis posé cette question. Non. Créant trois personnages, et trois personnages assez différents, bien que vivant dans un milieu homogène, j'ai mis dans la bouche de son frère Antoine Vatrigan, dans celui de sa femme Greta Violante et dans la sienne, des choses qui me font plaisir, bien sûr, mais j'ai essayé véritablement de créer des personnages, et il y a de nombreuses distances
entre Jérôme Vatrigan et moi. Et le fait qu'il soit éditeur, vous comprenez qu'on est tout de suite tenté. Ce que j'ai en commun avec Jérôme Vatrigan, c'est le bilan financier de sa maison d'édition, à savoir que le métier d'éditeur... Avant ou après l'inédit de Proust? Avant l'inédit. D'accord. À savoir que le métier d'éditeur n'a aucun sens économique, que c'est difficile et que finalement le document le plus drôle que je peux publier chaque année, c'est mon bilan financier. Bon, d'accord. Donc, effectivement, ça, c'est un point commun que j'ai avec lui. Mais et c'est la grande différence. Moi, je rêverais qu'un de mes livres rencontre le succès. Lui, il est très fier de ses échecs. Absolument, il ne cherche pas ça. Et c'est typique des anarchistes de droite, c'est qu'ils considèrent que c'est dans l'échec que gît la liberté. Ils sont persuadés que c'est là, dans les circonstances du rejet, de l'opprobre, de la moquerie, de la censure, que se trouve la gloire, la liberté. Bon, je leur laisse volontiers. Moi, ce que je veux, c'est que la maison d'édition que je dirige, elle ait un avenir et que chaque livre rencontre un public. Oui, c'est vrai que Jérôme, il incarne un peu ce type qu'on trouve plutôt chez les anglo-saxons, qu'on appelle a magnificent loser. Il a quelque chose de ça. En tous les cas, il va vers cet idéal du magnificent loser, à la fois un perdant, mais magnifique. Voilà, c'est ça. Non, il a un petit côté, il y a l'affiche du film ici, mais un film qui je pense, a marqué une certaine génération malgré ses défauts, qui s'appelle La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Et dans ce film, il y a l'acteur principal, Tony Servillo, joue ce genre de bonhomme, quoi, c'est-à-dire bon, qui est atteint de tristesse, qui a un besoin urgent de solitude, mais qui en même temps n'a pas tout abandonné. Dans le film, il est journaliste. Dans mon cas, il est éditeur. Si on édite des livres, c'est bien pour les proposer en librairie et pour qu'ils aillent chercher des lecteurs. Évidemment. Donc on ne rêve pas d'une île déserte et d'une solitude absolue. D'accord. Alors, ce n'est pas qu'un livre d'auteur, c'est aussi un livre de lecteur, et là j'aurais du mal à croire que ce ne sont que les goûts de votre personnage, parce que, disséminé dans ce livre, on voit qu'il exprime ses goûts littéraires. Sans arrêt, il dit ce qu'il aime dans la littérature, et finalement il y a quand même une cohérence de ses goûts. Je vais essayer de la formuler, vous ajusterez, vous trouvez que je suis plus ou moins juste. Disons qu'il aime d'abord des auteurs que moi je classerais plutôt comme appartenant à la droite littéraire, plutôt. Un petit peu les Hussards, hanté les Hussards, Paul Morand, qui revient souvent dans votre livre, il croise beaucoup de routes, mais aussi des auteurs qu'on peut qualifier à la fois de décadentistes, des auteurs baroques, des auteurs un peu précieux, un peu unis tous par le dandysme. Est-ce que, d'abord, je décris bien ces goûts, et puis ensuite, est-ce que ce ne sont que les goûts de votre héros? C'est trop bien exprimé pour être les goûts de quelqu'un qui ne lirait pas vraiment ses livres. Alors c'est bien vu, le personnage que vous évoquez, on est dans un jeu où il est le ventriloque. Je suis le ventriloque, c'est-à-dire que je fais dire à ce personnage mes préférences. En fait, je crois que s'il est un auteur auquel je rends hommage régulièrement dans le livre, c'est assez dissimulé, mais néanmoins son nom est cité, il s'agit de Frédéric Berthet. Frédéric Berthet n'est pas vraiment un auteur de droite. Et ces auteurs qui sont mis en avant, qui sont mes préférences, sont souvent d'excellents écrivains et de mauvais romanciers. C'est ce que vous dites, des grands stylistes et de mauvais romanciers. Ils n'ont jamais eu le goût de raconter des histoires. L'histoire, elle s'est imposée dans le roman plutôt tardivement, à mesure d'ailleurs qu'il s'est féminisé. La qualité de la phrase, de la construction, du point de vue, la formule qui claque, ça c'est le roman d'une autre époque. Et c'est le roman, effectivement, vous citez Paul Morand, parce qu'il a eu une influence déterminante sur une quantité, sur une légion d'écrivains. Et je dis dans le livre qu'un jeune homme de 20 ans qui lit Paul Morand en est contaminé. On a jusqu'à 50 ans. Voilà, bon. Exactement. C'est très difficile après de s'en défaire. Ah oui, ça c'est sûr. Et voilà, à travers ces auteurs-là, là encore, il a une spécificité, une écriture française qui franchement est sublime. C'est-à-dire quand vous tombez sur ces livres, moi pendant de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, j'en souligne les phrases, je corne les pages et je suis jaloux du génie de ces types. On vous comprend. A l'inverse, votre héros est impitoyable pour certains auteurs qui sont pourtant très consacrés au moins par l'institution scolaire et notre époque, à savoir Sartre et Camus. Je ne peux résister au plaisir de citer ce qui se dit, page 132. Il parle d'un autre personnage et il dit « Il se voit maintenant à la suite de Sartre et de Camus. » Non mais quel con! Sartre et Camus, deux consciences amphigouriques, deux rédempteurs à qui personne n'avait rien demandé. C'est un peu comme si vos pompiers de voisins arrosaient votre maison tous les jours où elle ne brûle pas
Deux passionnés des malheurs du monde, à condition qu'ils soient exotiques, c'est-à-dire loin du café de Flore. Alors là, donc, ces deux-là, vous ne leur trouvez aucune valeur littéraire, ou votre héros ne leur trouve aucune valeur littéraire? Ah oui, là, il faut bien faire une distinction. Mon héros ne leur trouve aucune qualité littéraire. Mais surtout, il le fait parce qu'il y met des ingrédients politiques. De mon point de vue, Sartre est un superbe romancier et un penseur catastrophique. Camus est un auteur que j'ai apprécié parfois, moins aimé d'autres fois, mais c'est pas des gens avec lesquels je suis fâché, on les trouvera dans ma bibliothèque. D'accord, donc là c'est le point de vue de Jérôme. C'est le point de vue de Jérôme parce qu'il appartient à une famille qui a souffert de l'hégémonie de Sartre pendant des années. C'est-à-dire qu'il était difficile d'exister quand on n'était pas de la secte de Sartre. Il était difficile également, quelques années plus tard, d'écrire quelque chose dans une langue classique qui n'appartenait pas au nouveau roman. C'est-à-dire tout était nouveau roman. C'est un peu la nouvelle cuisine des années 80, le bio d'aujourd'hui. Aller proposer du gibier dans un restaurant, enfin, c'est devenu punk. Donc, en matière... Surtout avec la mode végane, là, on en prend... Non, mais voilà, bon, donc, dans chaque époque, on a des interdits. On étouffe, je pense qu'on est spécialement gâté à l'heure actuelle. Dans le cas de Jérôme, puisqu'on remonte dans le temps, lui il arrive à la fin des années 80, début des années 90, cette époque-là, elle est déjà terminée, mais il veut être un peu comme ses pairs, et donc il s'est désigné les mêmes ennemis. Bien, alors disons que nous venons dans cette partie de l'interview d'évoquer principalement les caractéristiques formelles du roman. Tout cela était sympathique, à peu près non polémique. On a osé toucher un petit peu à Sartre et à Camus. Bon, j'espère que les spectateurs s'en remettront. Mais maintenant, on va aborder un autre aspect de votre roman qui est vraiment le plus saillant et qui est très sympathique quand on est lecteur, mais enfin, il y en a qui doivent le trouver moins sympathique, surtout ceux qui sont victimes. Votre roman se propose, à côté d'être une chronique, comme une satire. Est-ce que vous êtes là encore d'accord avec cette dénomination, en rappelant qu'une satire, c'est finalement une sorte de dénonciation sociale, multi-objet, par le rire? Est-ce que votre roman est bien une satire? Oui, alors il l'est au sens où, effectivement, j'espère qu'à l'occasion de quelques passages, le livre est drôle. Alors il faut savoir que, voilà, bon, bah, tant mieux, il faut savoir que l'humour aujourd'hui est banni de la littérature française. Si vous voulez concourir à des prix littéraires, si vous voulez être pris au sérieux, il ne faut surtout pas tenter l'humour. Il faut être chiant. Il faut être chiant. Vous savez, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un de l'Académie Goncourt qualifier le dernier prix, ou peut-être l'avant-dernier, mais du reste tout se vaut, et il a dit, c'est un livre qui est bien parce qu'il est chiant comme il faut. Donc, juste ce qu'il faut. Donc non, j'espère que la littérature n'est pas un mouroir. On en paie le prix. C'est-à-dire que les gens ne vont pas se faire avoir 4 fois d'affilée. Ils vont acheter le Renaudot, le Goncourt, ou je ne sais quel autre prix, labellisé comme le poulet. Eh bien, une fois qu'ils ont lu le livre, s'ils se sont emmerdés pendant des heures, ils ne vont pas y retourner. Même si, parfois, le livre n'est pas acheté pour être lu. Ça, c'est une autre histoire. Le livre est souvent acheté pour être posé sur la table. C'est ça. On a acheté le dernier Goncourt. Il a acheté le dernier Goncourt. On m'a souvent, étant éditeur, on m'a demandé de fournir des livres pour remplir des bibliothèques. J'ai fait répéter la question. C'est du décor alors. Ouais. Et on m'a demandé, oui bien sûr, on vient d'acheter une bibliothèque, est-ce que vous n'auriez pas 200 ou 300 livres à nous adresser? Et vous voyez le problème? Oui, tout à fait. Oui. Donc, voilà, le livre est une satire, de différents milieux culturels. L'édition est évidemment. On va déballer, voilà, vous êtes en train de dire la chose. Et la politique et l'économie en font partie aussi. Voilà, c'est ça. Cette satire, elle s'organise par milieux, à la fois milieux distincts et finalement tous imbriqués. Et quelque part, vous faites un travail de démoséification, c'est-à-dire que vous montrez comment il y a une forme de collusion entre tous ces milieux, et puis vous en dénoncez un peu toutes les ficelles, avec cette particularité que vous mêlez des personnages fictifs, bon, par exemple votre héros, avec des noms tout à fait contemporains, d'éminence grise ou enfin pas grise, très connus. Alors tenez tout de suite aussi une question, vous n'avez pas eu d'ennui à la suite de la publication de ce livre parce que vraiment vous dites parfois, enfin, moi j'ai bien rigolé, mais des horreurs. Mais je ne les dis pas. Oui, c'est votre héros. Ah non, c'est pas ça, c'est que les phrases qui sont prêtées aux personnages de la réalité, issus de la réalité, ont vraiment été dites. Là où je suis un parfait salopard, c'est que je place ces personnages réels, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou d'autres, dans des circonstances de fiction. Mais tout ce que vous pouvez lire
dans ce roman a été dit par les personnages issus de la réalité. D'accord. Alors par exemple, pour donner un goût à nos spectateurs, à un moment donné, vous parlez, il y en a d'autres, de Jean-Marie Roy, académicien français, auteur, enfin bon, je sais comment le présenter, défenseur même de certaines causes judiciaires. Bon voilà, c'est notre nouveau Zola. Et voilà ce qui est dit. Jean-Marie Roy se désœuvrait d'entre les désœuvrés. Vous n'allez pas par le dos de la cuillère, là. Oui, mais là encore... c'est tiré de la réalité. Alors non, là pour le coup, c'est naturel, parce que celui qui s'exprime, l'éditeur, est confronté à... Enfin, il est en but contre le système parce que la presse ne veut pas parler de ses livres. Donc forcément, je pense qu'il est un peu jaloux du succès de ces gens-là, ou peut-être moins que jaloux, en tout cas il est surtout méprisant. Et donc il en veut à la terre entière. Donc c'est un exercice de méchanceté. Il les déteste tous les uns après les autres. Oui, voilà. Alors, dans le passage que vous venez de citer, je ne fais pas parler monsieur Jean-Marie Roy. Voilà. Oui, bien sûr que non. Mais si vous voulez, bon là on va revenir à une chose très simple. Au bout du compte, c'est quand même vous qui avez écrit le livre. Vous savez bien qu'il restera quelque chose qui ne sera pas aussi finement analysé. Et je me demandais, est-ce que vous avez perdu des amis? Est-ce que vous avez gagné des ennemis? Est-ce qu'on vous a nui? Parce que vous vous attaquez quand même avec toutes les explications que vous donnez, ça nuit quand même à leur image. Bon, est-ce que vous avez... Non, je pense sincèrement que ceux qui ont essayé de marquer les années 80 ou 90, je le dis en incipit du livre, ont voulu marquer ces années-là à tout prix. Donc ils ont voulu les médailles, ils ont voulu que leur nom soit répercuté, associé à des années où ils ont tour à tour dominé la vie journalistique et culturelle française. Ils ne peuvent pas s'en plaindre aujourd'hui. Quelqu'un qui va occuper un poste de ministre, quelqu'un qui dirige un journal, il s'expose. Il s'expose et il est naturellement associé à une époque. Comment décrire cette époque sans les nommer? C'est absolument impossible. Et je pense que ça rejoint plutôt le tableau des flatteries et qu'ils seront, même critiqués, on en parle. Mais oui, bien sûr, c'est dans l'ordre naturel des choses que d'avoir une cour et des contempteurs. D'accord. Alors quand je disais que donc votre livre faisait la satire d'un certain nombre de milieux, vous êtes finalement un écrivain très réaliste au sens vraiment du mouvement littéraire, un écrivain très naturaliste de ces milieux. On évoquait le milieu de l'édition et on va voir qu'il y a quelques parentés entre vous et par exemple un mot passant de Bel-Ami décrivant l'activité journalistique de la vie française. Voilà ce qui est dit, page 103, concernant le métier d'éditeur. Une journée d'éditeur, ce sont 31 lettres tricotées au stylo plume, 15 conversations téléphoniques plus les amabilités, 22 rendez-vous enfumés avec des auteurs, des journalistes, des attachés de presse, des personnages aux fonctions indéfinies, mais qui semblent informés de tout. Ce sont aussi ces observations griffonnées dans mon carnet, la mémoire avant les mémoires, les procès-verbaux d'un jeune éditeur à l'ancienne. Est-ce qu'il y a cette dimension d'auteur réaliste qui veut décrire un milieu? Oui, tout à fait. De la même façon, quand je tente de décrire un conseil des ministres ou un dîner en ville dans un hôtel particulier de l'ouest parisien, je tente d'être au plus près de la réalité. D'accord. Alors vous voyez là aussi, donc toujours concernant le milieu de l'édition, bien comme dans Bel-Ami, vous en décrivez les aspects un peu sombres parfois, et cette fois-ci vous ne nommez pas quelqu'un. Or je pense que si on a un peu d'imagination, on trouvera très vite de qui il s'agit. Et alors moi je dois avouer, je suis peut-être mauvais, mais je reviens là-dessus, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà la petite anecdote qui est racontée dans votre livre. J'ai imaginé quelqu'un, mais je dois avoir l'esprit mal tourné. C'est l'histoire véridique d'une vedette vieillissante de la télévision, réputée pour être un homme de lettres depuis qu'il anime des émissions littéraires dont la rédaction des mémoires a été confiée à un nègre. Mais le nègre est, dans son milieu, lui aussi, une vedette. Trop occupé par d'autres commandes, il confie le dit travail à un nègre du genre inférieur. La vedette de télévision s'énerve. Comment? J'apprends que le livre dont je suis l'auteur va être écrit en sous-main par un second couteau. C'est un authentique scandale, je vous préviens. Trouvez-moi un nègre digne de ce nom ou bien j'arrête d'écrire. Cette lecture d'un passage me permet de poser une question sur l'activité d'éditeur. Comment vous trouvez aujourd'hui que se porte le milieu de l'édition, le fait d'être un éditeur aujourd'hui? Est-ce que ça a mis le complètement frelaté? Est-ce qu'on peut encore faire de belles choses? Comment se porte le monde de l'édition pour vous aujourd'hui? Économiquement, il se porte mal. Enfin, si on regarde les chiffres,
les données objectives pour décrire la santé économique d'un domaine, et là on va s'intéresser davantage à la littérature, aux essais, aux biographies, sont des chiffres de vente qui sont en net recul et personne ne le dit. C'est une spécificité de l'industrie éditoriale française, c'est-à-dire que prenez l'industrie laitière ou automobile, les industriels de ces milieux-là ont tendance à exagérer leurs difficultés pour attirer l'attention des hommes politiques, des électeurs, du consommateur. Et bien dans l'édition, c'est l'inverse, on dit que tout va très bien. Donc l'édition souffre, la littérature particulièrement, elle est compensée par des secteurs d'activité qui se portent mieux, le livre jeunesse, le livre de cuisine, le livre de pensée bouddhiste, le livre de coloriage pour adultes, tout ça va assez bien et permet de financer les avaloirs d'auteurs anciennement prestigieux qui le sont de moins en moins et qui coûtent toujours aussi cher. Donc ça c'est une question, on va dire, c'est une analyse objective de la situation du monde éditorial. Après vous avez une analyse subjective de la littérature. Voilà, qu'est-ce que ça vaut ce qui est publié en Sensé, et Dieu sait que chaque jour beaucoup d'œuvres sont encouragées et que toutes les œuvres promues sont magistrales. Voilà, quelle en est la réalité, enfin je parle de qualité. Mon personnage principal pense que tout va de mal en pis. Là encore, vous vous attaquez, voilà. Il s'attaque à des bastions. Par exemple, un des auteurs qui paraît médiatiquement surnager littérairement et qui est Houellebecq, ah bah là c'est terrible, il en prend aussi pour son grade. Oui, les éditions Vatrigan m'ont agréablement surpris. Le texte de Jean-Philippe Toussaint en particulier révèle un véritable écrivain. Et que dire du premier roman de cet étrange Houellebecq? Ça pue la solitude, le mauvais vin et la rancœur. Son univers de mots est assez pauvre, mais le résultat n'en reste pas moins remarquable. Il y a quand même un compliment à la fin, mais enfin, il est bien. Mais là encore, ce sont les goûts. Quand vous créez des personnages, voilà, ce sont les goûts de Jérôme. Pour ma part, Houellebecq est un grand écrivain. Je goûte moins à ces récents romans que je trouve un peu plus fainéants. Mais les particules élémentaires est un roman qui a, là, de manière objective, marqué l'histoire de la littérature, qui lui vaut d'être souvent imité, jamais égalé. C'est quelqu'un qui a, Houellebecq, la capacité à prendre une époque dans ses bras et à la raconter comme aucun autre auteur de ces 30 dernières années. Donc il est important, effectivement, dans la fiction, j'ai imaginé que mon auteur était à l'origine de sa carrière et avait publié les premiers romans de Michel Houellebecq. J'espère qu'il me le pardonnera, mais voilà. Alors à l'instant, pour justifier les quelques égratignures que contient votre livre, vous parliez de la création du personnage. C'est quelque chose de central dans le roman, et on peut dire que il y a un personnage, moi, qui m'a plus particulièrement marqué dans votre roman. Ce n'est pas le héros, mais c'est sa compagne. Bon, qui a déjà un nom quasi programmatique, Greta Violante, et qui est vraiment une femme... comment dire, on est étonné qu'on puisse tomber amoureux d'une telle femme, votre héros en tombe amoureux, et j'ai trouvé qu'à l'occasion de la création de ce personnage, vous faisiez une analyse du désir d'un certain type d'homme. Je trouve que dans votre livre, vous avez tendance à l'universaliser. Je suis un homme, je peux vous assurer que je ne céderai pas une seconde au charme d'une telle femme. Mais je crois que beaucoup d'hommes cèdent au charme de... Est-ce que vous voulez un peu détailler le caractère de cette femme et en quoi sa relation avec Jérôme, elle est objectivement complètement paradoxale? Greta est une sorte de requin femelle de la vie des affaires, une tueuse. Mais enfin, là encore, la fiction est peu de choses par rapport à la réalité. Quand on regarde des portraits de femmes d'affaires, on note souvent que le nom, l'adjectif qui est associé à ce nom est d'être un tueur, une tueuse, enfin, en l'occurrence pour une femme d'affaires. Et c'est une qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un portrait du journal Les Échos ou de la presse économique qui ne va pas faire l'éloge d'un homme d'affaires sans dire qu'il est naturellement un tueur. Bon, en l'occurrence, il s'agit d'une femme. J'ai eu une précédente vie d'avocat d'affaires, oui. Et j'ai connu voilà, des femmes qui étaient bâties sur le modèle de Greta Violante. Alors après, qu'en dire de plus, sinon qu'effectivement, dans le privé, voilà, elle reste aussi froide qu'un radiateur débranché, et que voilà, son cœur est une énigme. En tout cas, c'est pas un vase très fleuri. Voilà. Non, et elle m'a rappelé un peu la relation de Valmont et de Madame de Merteuil, surtout à la fin des Liaisons dangereuses. Au passage, une des épigraphes de votre livre vient de là. Pourquoi? Bon, voilà à un moment donné ce que dit Jérôme de sa relation avec cette femme, et encore une fois,
un peu observateur de la vie, c'est souvent ce que j'ai remarqué du désir masculin et ça m'a toujours laissé perplexe. Avec Greta, j'ai découvert les joies de l'attente plutôt que celles de l'étreinte. Bon, il faut aimer souffrir alors, voilà. J'ai découvert l'envie imbécile de tout vouloir partager, même les odeurs et les dimanches mortels. J'ai découvert le plaisir enfantin de sentir nos pieds réunis sous la couette. Bon, ça c'est sûr, mais c'est surtout qu'elle, chaque fois qu'il a du plaisir à toutes ces choses-là, elle n'en a jamais. Vous décrivez une scène d'amour au sens le plus accompli du terme, plus ou moins vers Lyon, si j'ai bonne mémoire, et je crois en pleine nature. Et alors, en plein milieu de l'étreinte, il dit finalement quelque chose de pas très original. Heureusement qu'il est mieux pour la littérature, je crois qu'il va jusqu'à dire « je t'aime ». Et là, ça arrête tout chez cette femme, parce que c'était la dernière chose à dire, et elle me rappelle un peu le moment où Madame de Merteuil méprise complètement Valmont. À quel moment? Le moment où il lui avoue qu'il a été amoureux de Madame de Tourvel. Mais le genre de personnage comme Greta apparaît dans votre roman me semble assez répandu amoureusement dans la vie. Comment vous expliquez qu'une telle femme comme ça, qui si on ne lui court pas après, on la fuit, incite le désir masculin? Comment c'est possible? C'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal, mais toutes les lois du désir sont paradoxales. Puis nous sommes des êtres d'oxymore. C'est-à-dire qu'on va être attiré par des choses qui sans cesse reculent. On est toujours, je le dis d'ailleurs dans le livre, on poursuit chacun à son échelle des buts stupides et inatteignables. Donc ça, c'est un élément de la liaison entre Greta et Jérôme, c'est qu'il est effectivement attiré par une fille qui n'est pas du tout attirée ni par lui d'ailleurs, ni par personne, parce qu'elle est, je le disais, extrêmement froide, parce que le sexe ne l'intéresse pas, et que seul compte finalement la vie des affaires et sa réussite. Il y a un autre élément du couple, c'est que c'est un homme qui va être entretenu. Elle fait fortune, lui il perd beaucoup d'argent avec sa maison d'édition, elle a le pouvoir à Paris et son nom, comme il est dit dans le roman, vaut toutes les cautions bancaires. C'est-à-dire qu'il creuse un découvert monumental avec sa maison d'édition. Voilà, personne ne lui en fera le reproche parce qu'il est Monsieur II, il est le compagnon de Greta Violante. Donc il y trouve un certain bénéfice et finalement le désir, le sexe, etc., c'est pas quelque chose qui compte beaucoup. Voilà. Bon, on va apprendre aussi que malheureusement le pauvre a été drogué pendant des années. Elle demande aux domestiques de mettre des médicaments qui diminuent sa virilité. Oui, il en reste plus grand-chose au final. Et donc il est totalement asservi. Et cette dame, finalement, fait de ce garçon un compagnon comme l'est l'animal de compagnie qui occupe la maison à l'occasion. Alors, ce personnage, il est très important par rapport au héros, mais finalement, il est très important par rapport à toute l'histoire parce que c'est lui qui fait le lien avec tous les autres mondes dont vous faites la satire. Au début du roman, on la découvre journaliste, elle ne le reste pas bien longtemps et très vite, en fait, comme vous dites, elle rentre dans le monde de la finance, mais rentrant dans le monde de la finance, elle est en lien avec le monde politique, etc. et tous ces mondes dont vous faites la satire. Là, je vais un instant m'arrêter sur le monde de la finance parce que, là encore, je trouve votre livre extrêmement intéressant, extrêmement précis sur toute une analyse de l'évolution de l'emprise du monde financier sous des formes vraiment bien décrites sur notre société. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là et pourquoi ce thème vous a intéressé? Parce que là encore, ça n'est quand même pas lié à votre ancien métier d'avocat d'affaires. Il y a eu un basculement avec les années 80, débuté dans les années 80, qui, pour le résumer ainsi, a consisté à modifier le capitalisme d'origine pour en faire un machin financiarisé. C'est-à-dire que le rôle des actionnaires dans les entreprises a été modifié. Ils ne sont plus d'ailleurs les mêmes actionnaires. Leurs attentes ne sont plus les mêmes. Et donc les bénéfices que l'on pouvait encore prêter au capitalisme, qui grosso modo est celui du ruissellement, aujourd'hui ont disparu parce que tous les bénéfices d'une industrie financiarisée quittent le monde réel et partent dans des espaces qui sont éloignés de ceux des territoires où on est légitime tous à attendre des retombées. Donc, vous y voyez quelque chose d'inquiétant? C'est objectif. Ça y est, c'est fini. On a vu que c'était effectivement plus qu'inquiétant, que c'était catastrophique. Donc, on est déjà au temps d'après.
C'est-à-dire que va-t-il se passer avec cela? Ça a créé des tensions très fortes dans la société, des mouvements contestataires. On voit bien que la démocratie aujourd'hui fait passer des messages qui sont inaudibles. C'est-à-dire on n'encourage pas l'élection de quelqu'un, mais on a le souhait manifeste de renverser la table, tout simplement parce qu'il est devenu insupportable à tout le monde de ne pas pouvoir profiter de cette richesse. Donc il y a quelque chose d'étrange là-dedans, parce que si on devait se dire la vérité, c'est un constat accablant pour tout le monde. C'est un constat accablant pour ceux qui ont fait le choix de sortir l'argent, de le rendre moins réel, et c'est un constat accablant pour l'électeur qui finalement, lui aussi, rêve des mêmes choses. Enfin, il a des désirs qui finalement ne sont pas des désirs qui étaient jadis communs. Ce désir de fortune, de profiter d'une gloire, de pouvoir donner librement son opinion chaque jour. Il y a des attentes nouvelles. Donc la financiarisation de la société, elle a littéralement modifié la société. Alors, quelque part, ce que vous venez de dire me fournit le dernier thème que je voulais aborder avec vous, puisque votre livre, par toute cette étude de la financiarisation et puis de l'évolution de l'emprise financière sur le monde, peut indiquer des lendemains qui ne chanteront pas du tout, avec des révoltes et des choses comme ça. Ça fait aussi toucher du doigt le monde, vous savez, des gourous politiques qui devinent les événements. Et ceux-là non plus, vous ne les épargnez pas, en particulier Alain Minc, par exemple, ou des gens comme Attali. Je peux là aussi lire ce que vous en dites. Ces gourous ruineux qui, des cabinets ministériels au conseil d'administration, professent des conseils et anticipations que l'on retrouvera plus tard en librairie. Est-ce que vous trouvez que ces gens-là, ils sont aussi indicatifs d'une époque, cette espèce de type nouveau comme ça qui est apparu et qui fleurit finalement sur le malheur des peuples? Alors, ceux-là sont un peu passés de mode, ils ont été remplacés. Ils sont pas tout neufs, oui. Voilà, il y a une nouvelle génération aujourd'hui de gens. Le drame de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, faire du commentaire politique ne suffit pas, il faut surtout être futurologue. Et donc, ce sont les prédictions des uns contre les prédictions des autres. On les voit, les chaînes de télé-réalité, mais ça veut dire lapsus révélateur. Lapsus révélateur, les chaînes d'infos continues leur accordent une large place. Et c'est vrai que ces gens-là mènent une carrière à double front. D'un côté, ils s'adressent au public, et puis de l'autre, ils vendent des prestations rémunérées à des conseils d'administration, à des raouts médiatiques, de grandes réunions, et surtout à des hommes politiques. Donc effectivement, le commentaire que fait l'un des personnages du livre, c'est que l'on ne vérifiera jamais on ne revient pas en arrière, on ne regarde pas. On ne revient jamais en arrière. Oui. Et pourtant, on gagnerait évidemment à le faire. Il serait décrédibilisé. Totalement. C'est-à-dire que non, le monde ne suit pas les prédictions de ces gens-là. Et c'est vérifiable très facilement grâce à Internet. On peut revenir en arrière. D'accord. Mais ça exigerait des journalistes d'aujourd'hui qu'ils fassent le travail. Et ils sont manifestement empêchés de le faire. Bien écoutez, tout à l'heure, Jean Le Gall, vous disiez qu'on achetait le Goncourt ou le Renaudot comme on achète un poulet de loué parce qu'ils ont une espèce d'estampille et que ça garantirait leur qualité, ce qui n'est pas sûr. Nous, d'après notre modeste émission et en cette période de Noël, nous pouvons conseiller à nos spectateurs d'acheter comme un très bon livre Les lois de l'apogée. Nous vous remercions de nous avoir reçus. Nous prenons congé de nos spectateurs en leur souhaitant d'excellentes fêtes de Noël, en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.